Chapitre 35. Ils s'étaient tous les deux arrêtés à l'angle du tunnel pyramidal de pierre blanche dont les arches, creusées par l'homme de plus d'une dizaine de mètres de haut, s'interrompaient devant l'impressionnante dalle de métal frappée aux armes de l'église. Font pas semblant, vos copains, quand ils construisent quelque chose. Vous avez le goût du monumental, même sous terre, vous les curetons. Myrdad, qui démarrait toujours au quart de tour, lui répondit aussitôt. J'avais oublié combien vous pouviez être fat. Je suis un homme du peuple, j'ai l'âme simple. Et l'humour aussi, insista-t-elle. Vous êtes en forme aujourd'hui, votre sainteté. Non, je suis épuisé, agacé, ma seule amie, vient de mourir de manière odieuse sous mes yeux. Tout ce que je croyais est en train de s'effondrer. Mon ordre me recherche comme une criminelle et me réserve un sort peu enviable et cerise sur le gâteau. Je viens d'apprendre que la mort de mon père et la perte de mon bras et de mes jambes ne sont pas le fruit du hasard, mais probablement d'un acte délibéré. Mais à part ça, je suis en forme. Elle se tourna pour le fixer. Il y avait sur son visage une expression étrange, à mi-chemin entre la fureur et un humour halluciné. Je suis désolé, Myrdad, je ne voulais pas... Il avait vraiment l'air confus. Myrdad, une fois la colère passée, s'en voulut presque de son éclat. Il n'y était pour rien, bien au contraire, mais le manque de sommeil et l'enchaînement des événements depuis quelques heures finissaient par user sa patience et la porter à bout. À sa décharge, on l'aurait été à moins. Myrdad, devant son air de gros chat confus, oui, il avait vraiment quelque chose de félin dans son expression, celle des matous quand ils ont fait une bourde, par exemple renverser le plat de rôti sur le carrelage de la cuisine, comme c'était arrivé au sien dans la demeure de ses parents, ou dévorer le colibri après être entré dans sa cage. Elle eut l'envie simultanée de lui mettre une claque, d'éclater de rire ou de l'embrasser. L'embrasser, mais tu es folle, s'indigna une petite voix dans sa tête, cette partie d'elle-même qui gardait son bon sens en toutes circonstances, celle qui lui dicta ces mots suivants. C'est bien beau tout ça, mais comment on rentre là-dedans? Elle ajouta, amère. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas le code d'ouverture ni d'accréditation, et je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je n'ai pas mes dynamites ou de nitroglycérine pour faire sauter cette ouverture. Et de toute façon, je n'ai aucune compétence en explosifs. Ce fut de nouveau avec son plus beau sourire qu'il lui répondit. Vous n'avez pas d'explosifs, mais vous avez un Marius. Il s'était désigné lui-même avec un geste théâtral. Vous donnez dans la mégalomanie lui demanda-t-elle. Je sais que vous êtes plus fort qu'il ne le paraît. J'ai vu ce que vous avez fait à Marcel. Marius eut une petite grimace. Là encore, il lui rappela irrésistiblement un chat pris en flagrant délit avec la queue du colibri lui dépassant de la gueule. Je me suis un peu lâché, avoua-t-il du bout des lèvres avant d'ajouter. Mais il l'avait bien cherché. Un peu beaucoup, remarqua-t-elle. Là aussi, elle l'aurait bien interrogé, mais ce n'était vraiment pas le moment. Mais ça m'étonnerait que vous puissiez défoncer cette porte à main nue, non? Elle avait quand même posé la question. Après tout, avec ce diable de Crisconia, on ne savait jamais. Il la détrompa d'un air navré. Non, je suis costaud. Il y avait quelque chose de comique dans la façon dont il disait ça, mais pas à ce point. Comme elle paraissait déçue, il assura en levant un doigt. Mais par contre, je suis malin. Sans attendre davantage, il pivota vers la porte. Et je connais mes classiques. Myrdad haussa un sourcil. Je ne vois pas le rapport. Homère, la guerre de Troie, vous connaissez? Myrdad eut une petite grimace agacée. Bien sûr que je connais. Et alors? Eh bien, on va faire la même chose, ou presque. Dubitative, elle attendit la suite. Regardez, glissa-t-il en désignant la dalle de métal monumentale. Il y a un œil mécanique là-haut, vous le voyez? Myrdad se pencha pour déceler la présence d'un oculaire de surveillance qui pivotait sur son axe au bout d'une tige vers le sommet de la grande paroi rutilante. Je vois, oui, et alors? Je l'ai bien étudié depuis tout à l'heure. Il balaye à peu près 90% du couloir. Et vous voyez les arches successives? Myrdad observa les arches de gypse blanc, cette pierre meuble qu'on extrayait des carrières de Montmartre pour construire les demeures de la capitale. Elle en compta 3. Oui. Quand il est braqué sur un des côtés du couloir, il perd l'autre de vue, ce qui veut dire qu'en passant d'arche en arche, quand il couvre l'autre direction, et en vous collant à la pierre quand il revient vers vous, vous pouvez arriver près de la porte sans qu'il vous voie. Le regard de Myrdad sautait d'une arche à l'autre, puis à la caméra, dont le mouvement, c'était vrai, laissait le temps de progresser d'un abri à un autre jusqu'à la muraille. C'est bien beau tout ça, mais une fois contre la paroi, je ne serais pas plus avancé. Le sourire de Marius s'élargit. C'est là qu'intervient votre Marius de Montmartre. Je vous demande pardon. Myrdad avait haussé un sourcil. Le cheval de Troie, Marius de Montmartre. Marius secoua la tête. Vous n'avez décidément pas d'humour.
Comme elle ouvrait la bouche pour lui répondre à sa manière, il embraya. « Je suppose que vos copains Curton ne doivent pas s'attendre à avoir de la visite ici, et que ça ne leur plaira pas beaucoup s'ils voient un Chris Cognard toquer à la porte de leur installation top secrète. »« Toquer à la porte ?» répéta Myrdat incrédule. « Vous n'allez pas... » Il hocha vigoureusement la tête. « Les plans les plus simples sont les plus efficaces. Je m'avance, ils me voient. Je viens taper à la porte, je leur fais mon petit numéro. Vous restez bien cachés contre la paroi. Ils sortent me chercher, on se tape dessus. Et pendant qu'on est occupé à se foutre les mornifles, vous rentrez dans le complexe au nez et à la barbe des guetteurs. » Il ajouta après un instant. « Faut juste espérer que la porte s'ouvre du bon côté, autrement ils risqueraient de vous voir. Mais je vais accaparer leur attention. » Il acheva avec aplomb. « C'est quelque chose que je sais faire. » C'était un plan astucieux, Myrdat devait en convenir, mais il restait tout de même un hic. « Mais, et vous, ils vont vous prendre ?» Il y avait une réelle inquiétude sur le visage de Myrdat, et pas que sur son visage. Le sort de l'insupportable commissaire lui importait vraiment. Elle ne voulait plus qu'il disparaisse de sa vie. Elle se rendait compte à cet instant qu'elle n'avait pas envie du tout de le perdre, qu'il avait pris en l'espace de quelques jours une grande place dans son existence, une place primordiale. Marius fut touché par son éclat. Se composant une expression rassurante, il affirma. « Vous inquiétez pas, votre sainteté, j'ai plus de ressources qu'il n'y paraît. Et pour mettre les gens hors d'eux, je suis un champion toute catégorie. » « Ça, j'avais remarqué, releva-t-elle avec un sourire. La sentant dans de bonnes dispositions, il ajouta. « On se retrouve après, quand vous aurez vu votre héroïne. Promis ?» Elle hocha la tête, la gorge serrée. « Mais ne traînez pas trop, hein ?» Son sourire s'élargit. « Et vous me devrez un baiser. Cette fois, vous n'y couperez pas. »« Vous » réagit aussitôt Myrdat. « Un baiser où je ne fais rien. » Il la fixait, narquois à nouveau avec cette expression horripilante de sale gosse espiègle qu'il arborait lors de leur rencontre à bord de l'Orient Express. « Vous abusez de... » s'indigna-t-elle. « Totalement !» approuva-t-il avec un nouveau sourire et un grand hochement de tête. « Bon, d'accord, vous l'aurez, votre baiser. » Fallait-il qu'elle fasse semblant de lui accorder alors qu'elle n'avait qu'une envie, lui voler immédiatement avant qu'il ne se lance dans cette folie ? « Ma foi, oui, décida-t-elle, il doit le mériter. »« Vous allez voir, je vais vous en donner pour votre argent. » Il trépignait comme un gosse au moment d'ouvrir ses cadeaux. Ou un chat devant lequel on agite une pelote. « En piste !» Myrdat mit 2 secondes à comprendre que c'était à elle de jouer. Lançant un dernier regard à Marius, elle murmura, timide soudain. « Faites attention à vous. » Elle reçut pour toute réponse un sourire bravache assorti d'un « Vous inquiétez pas, je fais ça tous les jours. Des curtons, j'en avale 3 au petit déjeuner. » Surveillant l'œil mécanique et son va-et-vient, prête à s'élancer, Myrdat ne put s'empêcher de demander. « Et les curtons ?» Marius, pris de court, la fixa avec incrédulité. « Je sais pas, j'en connais qu'une. » Ils échangèrent un regard où on aurait pu glisser beaucoup de mots, de ceux qui accélèrent le rythme cardiaque et font grimper la température du corps de quelques degrés, de ces mots qui s'expriment bien souvent autrement que par des sons. « Mais je pense qu'elle doit être piquante. Doit falloir la savourer. C'est un plat unique. » Ses yeux fauves qui la fixaient répondaient aux siens, l'incendiaient. « Maintenant, ordonna-t-il. » Elle s'élança et, de toute la vitesse de ses jambes mécanomatiques, sprinta jusqu'à la première arche, s'aplatit contre la roche. Il était temps, l'œil mécanique revenait dans sa direction. Face à elle, au bout du couloir, Marius lui faisait signe d'attendre. 1 seconde, 5, 10. Il abaissa la main. Elle sortit de sa cachette, courut à nouveau, se rencogna une nouvelle fois derrière la seconde arche. Elle devinait à peine Marius dans l'ombre au-delà du halo des projecteurs qui éclairaient la paroi. Elle attendit. C'était trop long. Qu'est-ce qui... La main s'abaissa de nouveau. Elle se retourna et sprinta de toute la vitesse de ses jambes pour venir se coller contre le métal à 2 mètres de la porte. Elle était prête. Il n'y avait plus qu'à espérer qu'il tombe dans le piège et que la porte s'ouvre du bon côté, afin que le panneau la masque à ceux qui sortiraient. Mais tout d'abord, fallait-il qu'il morde à l'hameçon. Immobile, elle se tourna vers Marius. Et ce dernier entra en scène. Pour le coup, la phrase prenait tout son sens. Il s'avança dans la galerie, pas au centre, mais vers le côté opposé à Myrdat, afin d'attirer sur lui l'attention de l'œil mécanique dont le mouvement s'arrêta dans sa direction. Il marchait avec la parfaite expression d'un fonctionnaire zélé, découvrant une immonde défécation dans les couloirs immaculés du quorum de Néo Lutetia.
Balayant d'un air soupçonneux et navré la grande structure, il arriva pile devant la porte et, ni une ni deux, sortit sa matraque pour la marteler et brailler de toute la force de ses poumons. « Hé, les Curtons, commissaire exéter de la brigade sanitaire suburbaine de Néo-Lutetia !» Il plongea la main dans son pardessus et en tira un papier qu'il brandit face à l'œil mécanique. « J'ai là un ordre d'inspection signé par le préfet lui-même, selon l'ordonnance 20 234, modifiée par arrêté le 20 juin 1919, concernant les constructions souterraines abusives. Je peux vous garantir que si vous ne m'ouvrez pas, c'est une véritable avalanche de merde qui va vous tomber sur la tête comme vous n'avez pas idée. » Ayant fait sa sortie sous le regard de Myrdhatti, qui le fixait, oscillant entre admiration et incrédulité, et se retenait d'éclater de rire, il se campa sur ses jambes écartées et posa les poings sur les hanches. Il n'eut tout d'abord aucune réaction, mis à part l'œil mécanique qui demeura arrivé sur lui. Myrdhatti finissait par croire que le stratagème ne marcherait pas. Marius, face à elle, s'efforçait de ne pas regarder dans sa direction. Elle commençait à désespérer quand elle entendit soudain un bruit dans la structure métallique. Elle se crispa, collée à la paroi, faisant corps avec elle. Le panneau se déverrouilla. C'était l'instant de vérité. Allait-il s'ouvrir de son côté ou de l'autre? Le ventail pivota et bâilla de son côté. En jaillirent aussitôt 4 templiers dans leurs armures massives qui s'avancèrent vers Marius, leur hallebarde électrique à la main. C'était le moment. Sans attendre, elle contourna le battant et, priant qu'aucun garde ne suive les premiers, se glissa dans le bâtiment. Après un court sas, un couloir s'étirait devant elle, à droite et à gauche, tout de métal, parcouru de différents tuyaux et conduits, dans les murs duquel s'ouvraient de nombreuses portes et baies d'observation. Derrière elle, elle entendait la voix de Marius, indigné. « Je vous signale que toute construction souterraine doit faire l'objet d'une inspection sanitaire pour conformité avec le réseau d'assainissement de la cité. J'exige de voir les plans cadastraux. Il est hors de question, vous m'entendez, hors de question qu'on vous laisse raccorder vos toilettes au réseau pour que vous balanciez vos saletés dans la Seine. Notre fleuve doit rester propre. Et puis vous virez vos sales pattes de là où ça va mal finir. » Elle ne put retenir un sourire et se retourna juste à temps pour voir Marius la fixer et lui faire signe de filer, avant de faire face à un des templiers qui l'avait saisi par le bras. « Vous l'aurez voulu ? Toucher un fonctionnaire dans sa mission est passible d'un bourre-pif de catégorie 1. » Mettant sa menace à exécution, Marius distribua un tel coup de poing que le soldat s'envola 3 mètres en arrière. Les hallebardes s'abaissèrent et le combat commença. Myrdhatti, le voyant sourire d'une oreille à l'autre comme un greffier heureux de se lancer dans la bagarre, hésita un instant et s'engagea vers la gauche. Elle n'avait pas fait 10 pas qu'un laborantin en blouse verte jaillissant d'une porte sur sa droite manqua la percuter. Il se recula précipitamment, son calepin à la main, et la fixa avec des yeux ahuris, comme s'il découvrait un fantôme. « Inquisitrice Myrdhatti, mais que faites-vous ici ?» Il la connaissait, au moins de réputation. Le tout était d'espérer maintenant que York avait gardé secrète l'information de sa défection, ce qu'il avait tout intérêt à faire. Elle lança avec toute son autorité naturelle. « Mon parrain, le grand inquisiteur Arkoniev, m'envoie pour une affaire urgente concernant le professeur Ewin. Où puis-je le trouver ?»« Le professeur Ewin ? Il est au laboratoire spectrographique, là-bas. La porte marquée 25-4. Vous ne pouvez pas le rater. »« Merci beaucoup, » laissa-t-elle tomber comme elle aurait concédé une faveur. Elle allait se retourner pour se diriger vers son objectif quand le petit laborantin lui lança, en rougissant. « Je suis un de vos plus grands admirateurs et vous êtes encore plus extraordinaire en vrai que sur les fluos. » Myrdhatti, touchée malgré elle, ne put s'empêcher de lui renvoyer un « merci » assorti d'un sourire chaleureux avant de filer. Derrière elle, le laborantin, monté sur un nuage, demeurait immobile. Elle ne mit pas 3 minutes pour atteindre sa destination. Une porte de métal massive frappait des chiffres 25-4. Une plaque de commande saillait de la paroi à sa gauche. Elle la pressa. La porte glissa de côté pour s'escamoter dans le mur. Elle s'avança. Devant elle s'ouvrait une large pièce encombrée de tout un fatras d'engins à la fonction obscure, de calculateurs bourdonnants, et au centre, un homme de taille modeste, fluet, aux cheveux gris en désordre, penché sur un étrange appareil hérissé de capteurs prismatiques qui semblait se parler à lui-même. Derrière elle, la porte se referma dans un sifflement discret. L'homme en blouse lui lança d'une voix un peu au perché. « Léa, pouvez-vous me faire passer un prisme de calibre 35, s'il vous plaît ?» Comme elle ne répondait pas, il se retourna pour la fixer de ses grands yeux de hibou surpris derrière ses lunettes épaisses.
Professeur Ewin, annonça-t-elle sans lui laisser le temps de l'interroger, il faut que nous ayons une petite discussion.